Alors, on va déjà attaquer les caractéristiques de ce pay-per-view. Donc, Judgment Day 2008 s'est tenu le 18 mai 2008. Donc, c'était à Omaha, dans le Nebraska. Donc, c'était au Quest Center devant 11 324 spectateurs. Donc, c'est pas énormissime, mais bah, ça va quoi pour un pay-per-view. On va dire que ça passe. Et pour ce qui est donc du thème de ce pay-per-view, donc c'était Take It All de Zidi Dada. Donc paye ton groupe de musique, hein. Zidi Dada, bon c'est spécial comme nom, mais le thème est vachement sympa. Je vous le conseille si jamais vous aimez bien le rock. C'est un thème plutôt sympa. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec les caractéristiques de ce show. On va donc pouvoir attaquer la review. Et donc on va commencer par l'opener de la soirée, ce qui paraît logique, hein. Et l'opener donc de ce pay-per-view, donc c'était John Cena contre JBL. Autant vous dire que quand j'ai vu qu'on commençait par ce match, ça m'a direct refroidi. Je pense que vous le savez, je ne suis absolument pas fan de JBL. Les Cena JBL en général, c'est pas terrible. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment cool. Surtout celui de Judgment Day 2005. Mais c'est vrai qu'en général, quand je vois Cena JBL sur une carte de pay-per-view, c'est pas un truc qui me rend dingue. Donc voilà, opener qui a duré 15 minutes, c'est l'un des matchs les plus longs de la soirée. Ça a peut-être été un petit peu trop long. Voilà, après c'est que mon avis. Pareil, j'aurais pas forcément mis ce match-là en opener. Alors sinon, le match, comment il s'est déroulé? Eh bien en fait, on a JBL qui a fait un long travail en début de match sur le bras gauche de Cena. Puis en fait, plus tard, il s'est concentré sur sa ceinture abdominale puisqu'en fait, il avait porté une souplex directement sur les cordes. Et donc ensuite, bah, il a enchaîné en faisant notamment des soumissions à cet endroit, notamment une full Nelson au sol. Ça ressemblait un petit peu à la Coquina Clutch de Samoa Joe. Il a également porté le Beer Hug et la prise de l'ours si vous préférez. Et puis ben finalement donc bah, JBL grosso merdo il a dominé tout le match, hein. Je peux pas vous faire un récit, je peux pas vous résumer le match autrement. JBL a totalement dominé le match du début jusqu'à la fin, enfin en tout cas presque jusqu'à la fin. Puisque donc à la fin du match, eh bien en fait John Cena sort un FU vraiment mais de nulle part, from out of nowhere. Et puis voilà, John Cena l'emporte grâce à son FU. Ce qui est assez marquant, c'est que donc dès que le match est terminé, vous avez JBL limite qui se relève, mais vraiment limite juste après le compte de 3 et qui est déjà là en train de se morfondre en se disant putain, j'ai fait chier, j'étais à ça de gagner. Et tu vois Cena qui a beaucoup plus de mal à récupérer. Donc ça voulait vraiment appuyer sur le fait que c'est vraiment JBL qui a totalement dominé le match. Mais je suis pas vraiment fan de cette fin qui est vraiment sortie de nulle part. Et c'était vraiment comme j'ai noté, là je suis en train de regarder mes notes, c'est exactement pour ce genre de match que je détestais John Cena à l'époque. C'était vraiment Superman himself. Le mec n'a rien foutu du match. Il s'est fait dominer pendant 15 minutes et le mec te sort son FU from out of nowhere. Et boum, le mec remporte le match. Voilà, assez étonné également, je viens d'y penser maintenant, mais c'est vrai qu'on avait quand même John Cena en 2008 en opener de pay-per-view. C'est quand même assez surprenant. Donc voilà, pas fan de la fin, pas fan de la construction du match, pas fan d'avoir mis forcément ce match-là en opener. C'était pas mauvais. On a notamment eu le droit à un bon petit travail de JBL sur Cena, mais c'était pas terrible, quoi. C'était pas exceptionnel, quoi. Donc j'ai mis 6 sur 10. Et puis bah voilà, je vais pas rester plus longtemps sur ce match. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était pour les WWE Tag Team Championships. Donc on avait John Morrison et le Miz face à Kane et CM Punk. Donc match qui a duré 7 minutes, donc c'est pas énorme. Franchement, j'aurais bien voulu qu'on enlève quelques minutes au Cena JBL pour en rajouter à ce match. Donc voilà, 7 minutes, c'est pas énorme. Je vais pas rester très longtemps sur ce match parce que vraiment j'ai pas grand chose à dire dessus. Mon avis en fait c'était un match plutôt sympa. Sincèrement il a pas été long. Mais c'était vraiment un match cool à suivre. C'est vraiment passé très rapidement, j'ai pas vu le temps passer. Et j'ai noté que c'était Kane et CM Punk qui avaient vraiment dominé le match. Et puis bah, je vais revenir directement à la fin du match, hein, sincèrement. Donc en fait, à la fin du match, bah, c'est CM Punk qui allait porter son JTS sur Morrison. En fait, l'arbitre était occupé avec Kane, je sais plus pour quelle raison d'ailleurs. Et en fait, le Miz a tiré les pieds de Punk, donc en fait, ça l'a gêné. Du coup, Morrison a pu se dégager, on va dire, des épaules de Punk. Du coup, Punk repousse le Miz qui en fait est à l'extérieur du ring.
Derrière, on a Kane qui arrive et qui porte un chokeslam sur le Miz à l'extérieur du ring. Et ensuite, on a Punk qui se retourne du coup dans le ring. Et là, boum, il se fait surprendre par John Morrison qui peut porter son Moonlight Drive. Donc c'était son ancienne prise de finition. Et puis voilà, victoire donc de John Morrison et du Miz. J'aime plutôt bien la fin. Le match en lui-même était vraiment sympa. Sincèrement, c'était vraiment un match plutôt sympa. Malheureusement, il n'a pas été très long. C'est son petit défaut. Mais le match était vraiment sympa à suivre. Donc au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Et puis voilà. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était l'une des grosses affiches de ce pay-per-view. C'était Shawn Michaels contre Chris Jericho, qui à l'époque était le champion intercontinental, mais le titre n'était pas en jeu. Alors je vais vous expliquer la raison pour laquelle les deux hommes se sont affrontés lors de ce pay-per-view. En fait, à la base, donc au pay-per-view avant, donc c'était Backlash. En fait, on avait eu Batista face à Shawn Michaels. Et en fait, pendant le match, on a Shawn Michaels qui a fait semblant d'être blessé. Et en fait, du coup, Batista s'est fait avoir. Et en fait, Shawn Michaels a pu porter son Switching Music sur Batista pour gagner le match. Et au début, Jericho pensait également que c'était un fake et que il n'était pas blessé. Sauf que Shawn Michaels lui jurait que non, si, je te jure, mec, je suis vraiment blessé. Ensuite, en fait, les deux ont fait équipe à Raw face à Morrison et le Miz. À un moment du match, donc en fait, Michaels a porté son Switching Music et a encore une fois vendu sa blessure. Et derrière, en fait, donc la semaine encore après, on a Jericho donc, qui vient dans le ring et en fait qui vient carrément présenter ses excuses auprès de Shawn Michaels en lui disant voilà mec, je pensais que tu faisais un coup de bluff. Finalement, j'ai vu que tu étais vraiment blessé. Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser en public. Et donc en fait, on a Shawn Michaels qui vient et qui lui dit tout simplement non, non mec, je te jure, je ne suis pas blessé. Et Jericho lui dit mais non mec, attends, tu vas pas m'avoir, j'ai très bien vu la semaine dernière que tu étais blessé. Du coup, Shawn Michaels, il se dit bon écoute, il me croit pas. Il est arrivé, il lui a mis un switching music sans problème et il est reparti tout content. Donc voilà pourquoi les deux s'affrontaient lors du pay-per-view Judgment Day. Un Michaels assez prétentieux dans ce match. Alors, rien qu'au début du match, il prenait de haut un petit peu Jericho. Et puis même on va dire dans la storyline, Michaels un petit peu tendancieux, hein, un petit peu heel. Hein. Donc voilà, c'était une attitude de heel de la part de Shawn Michaels assez bizarre. Sinon donc, qu'est-ce que j'ai pensé du match? Alors, c'est pas leur meilleur match. En 2008, ils ont fait des meilleurs matchs que ça. Mais c'était vraiment un bon match. Pour moi d'ailleurs, c'est le meilleur match de la soirée. J'ai noté que Jericho s'était concentré sur la ceinture abdominale de Shawn Michaels pendant le match. J'ai noté qu'on a eu un code breaker de la part de Jericho sur Michaels, mais Michaels a réussi à se dégager. J'ai noté également qu'on a eu un switching music de la part de Shawn Michaels sur Jericho sur l'éperon du ring. Donc du coup, le temps de le ramener dans le ring, Jericho il a réussi à se dégager. Et directement, je vais revenir à la fin du match. En fait, Jericho euh, a tenté son Walls of Jericho, qu'il avait déjà porté plus tôt dans le match, mais Michaels avait réussi à aller chercher les cordes, on va dire. Donc là, il a retenté son Walls of Jericho. Et en fait, Michaels a contré le Walls of Jericho en roll-up. Donc voilà, c'est comme ça que Michaels a remporté le match. Donc voilà, victoire de Shawn Michaels. Ouais, c'était un bon match. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. C'était vraiment un bon match, un match vraiment solide entre les deux. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur Jericho Michaels qu'on a eu en 2008, mais c'était vraiment un bon match. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, alors le prochain match, donc c'était pour le Women's Championship, donc c'était un triple threat match. On avait donc la championne Mickie James contre Melina et Beth Phoenix. Match qui a duré un peu plus de 6 minutes, donc c'est pas choquant pour l'époque. Hein, je vais pas vous faire mon discours habituel. Et je dirais même que pour l'époque, c'était pas dégueulasse comme durée, 6 minutes. Donc, alors qu'est-ce que j'ai noté? Bon, déjà, je pense que vous le savez, mais j'adore les triple threat match. En général, je suis vraiment fan de cette stipulation. Enfin, de ce type de match plutôt, c'est pas vraiment une stipulation. J'ai noté sincèrement qu'on a eu quelques belles prises pendant ce match, quelques beaux enchaînements. On a eu très peu de botch notables. Il y en a même un seul qui me vient en tête vraiment de marquant. Sinon, j'ai noté que le highlight du match, vraiment le moment de ce match, c'est Beth Phoenix qui porte un double torture rack sur Melina et Mickie James en même temps. Donc là, tout le public s'est levé.
C'était la puissance hein, de la Glamazon. Et ensuite, c'est là, en fait, elle est tombée en portant les deux. Mais c'est un botch, comment dire, il y a des botches qui sont gênants, qui me gênent, et il y a des botches qui ne me gênent pas. Dans ce cas-là, oui, elle tombe, je pense que ce n'était pas prévu, mais c'est pas choquant, dans le sens où la meuf porte deux catcheuses, et voilà, au bout d'un moment, elle a beau être très forte, elle peut très bien lâcher prise. Donc ce genre de botch, ça me dérange pas trop. Voilà, il y a des botches qui sont gênants, qui sont dérangeants. Celui-là, je l'ai trouvé passable. Voilà, ça m'a pas dérangé. Donc voilà, un match plutôt sympa pour l'époque. En plus de ça, non, c'était pas mal du tout pour l'époque. Sinon, j'ai noté que Mickie James avait remporté le match en portant son DDT sur Melina. Et donc voilà, victoire de Mickie James qui conservait à l'époque le Women's Championship. Donc voilà, c'était un match plutôt fun du côté des Women's, surtout qu'à l'époque on avait quand même très peu de vraiment bons matchs. Ce match était pas mal du tout pour l'époque. Donc je suis toujours emmerdé pour noter les matchs féminins, surtout à l'époque 2008 et tout le machin. C'est toujours pour moi un casse-tête de noter des matchs féminins, parce que comme je l'explique souvent, j'ai tendance à donner un peu plus de points aux matchs féminins, parce que par rapport à l'époque, c'était pas de leur faute. Elles avaient très peu de temps pour s'exprimer. Donc là, 6 minutes pour l'époque, c'est pas une mauvaise durée. En plus de ça, on a eu quelques belles prises par-ci par-là. Donc j'ai décidé de mettre 6 sur 10. Donc c'est plutôt une bonne note pour l'époque. Et c'était un match pas dégueulasse. Ensuite, on va passer au premier match mondial. Enfin, on va passer au premier match de championnat mondial de la soirée. C'était pour le World Heavyweight Championship. Donc on avait l'Undertaker face à Edge. À noter qu'il n'y avait aucun champion. Donc c'était en fait le titre à l'époque était vacant. Donc encore une fois, je vais vous faire un petit peu comme pour Jericho et Michaels. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, à la base, pareil par rapport à Backlash, donc c'était le pay-per-view avant Judgment Day. On a eu donc ce même match entre l'Undertaker et Edge. Et en fait, l'Undertaker avait fait abandonner Edge avec son Triangle Choke, Gogo Plata, Hell's Gate, c'est comme vous préférez. Voilà. À l'époque, ils appelaient ça le Triangle Choke, le Gogo Plata. Plus tard, ça s'est appelé le Hell's Gate. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà. Et ensuite, on voyait Edge qui saignait et tout le machin. Et en fait, Vicky Guerrero, qui à l'époque était à la fois la meuf de Edge et la GM de SmackDown, a décidé de bannir cette prise de la WWE. Si jamais l'Undertaker la réutilisait, il perdait son match. Donc du coup, Taker, vu que c'était lui l'ancien champion, il était assuré d'être dans le match de championnat pour Judgment Day. Ensuite, on a eu une bataille royale avec les participants de SmackDown. Et en fait, Batista avait à la base remporté cette bataille royale, sauf que donc il était KO. Batista, il avait sorti le Big Show en finale. Et voilà, Vicky lui a dit: Ah, c'est dommage, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans le match. Qui c'est? Je vous laisse deviner. Edge. Voilà, Edge, il arrive, Ultimate Opportuniste, il élimine Batista. Et donc voilà, on avait à nouveau Edge Undertaker pour Judgment Day. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de ce match? Alors, j'ai noté déjà assez étonné. Donc, en fait, on a eu un chokeslam et un last ride donc de la part du Taker sur Edge, mais dans le coin du ring. Dans le coin du ring. C'est la première fois, je pense, c'est peut-être la seule fois qu'il a fait ça, Taker. J'étais vraiment très étonné quand j'ai vu ça. Ça lui ressemble pas du tout de faire ça. Au niveau des grosses prises, j'ai noté que Edge avait réussi à porter son spear, le Taker a réussi à s'en dégager. On a également le Taker qui a porté un chokeslam normal. Voilà, Edge a réussi à s'en dégager. Le match en lui-même était plutôt bon. Je vais vous dire la même chose que pour Jericho et Michaels. C'était un bon match. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur Edge Taker de 2008? Non, clairement pas. Leurs matchs de WrestleMania, leurs matchs de SummerSlam ou bien même de One Night Stand sont vraiment au-dessus. Mais c'était un bon match. C'était un bon match. C'est pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. Sinon, donc, je vais revenir à la fin du match. Donc, en fait, les deux étaient à l'extérieur du ring. Et donc, en fait, comment ça s'est passé? En fait, on a Edge qui allait rentrer dans le ring. Taker l'a pris. Et en fait, l'a balancé dans les barricades. A réussi à rentrer dans le ring à temps. Edge, non. Donc, l'arbitre compte jusque 10. Et donc, forcément, vainqueur par décompte extérieur, l'Undertaker.
Donc on voit déjà Michael Cole tout content en disant voilà, l'Undertaker est de nouveau World Heavyweight Champion. Et là, Vicky Guerrero débarque et dit ben non, non, désolé, on peut seulement gagner le titre poids lourd par tombée ou par soumission. Et d'ailleurs, elle s'est pris des sifflets, elle se faisait mais huer Vicky Guerrero. Sincèrement, je pense que Vicky Guerrero, elle était au niveau de Roman Reigns en 2008. Hein. Au niveau de la haine qu'elle avait de la part du public, c'était incroyable. Bref, elle faisait très bien son travail, Vicky. Et donc voilà, Vicky nous annonce que du coup, le titre est toujours vacant. Bah oui. Donc on voit Taker qui est vénère comme pas possible. Et du coup, il arrive et il fait un Tombstone Piledriver sur Edge. Et derrière, on a Vicky Guerrero qui insulte l'Undertaker de Son of a Bitch. Voilà, pour vous dire, à l'époque, il y avait une très bonne ambiance du côté de SmackDown. Mais voilà, donc mon avis sur ce match, bah, c'était un bon match. Voilà, c'est pas le meilleur Edge Taker que j'ai vu, mais c'était quand même un bon match. De toute façon, Edge et Taker, voilà, c'est un classique hein, de l'époque et ils ont rare. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu un mauvais Edge Taker de toute façon. Donc voilà, pour ce qui est de la note, j'ai mis 7,5 sur 10 et donc pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc en fait, à la base, ce match-là n'était absolument pas prévu. En fait, on a MVP qui est arrivé, qui a pris un micro et qui nous a dit que c'était une honte. MVP n'a pas de match en pay-per-view. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. Et donc en fait, il avait lancé un challenge au locker room, hein, au roster, voilà, de quelqu'un, si quelqu'un est chaud pour le défier. Et donc en fait, on a Matardi qui arrive avec un micro et son titre US et il dit que lui, il a déjà battu MVP, mais il connaît quelqu'un qui aimerait bien le battre. Et là, qui c'est qui fait son retour? Eh bien, c'est Jeff Hardy. Pourquoi retour? Eh bien, alors, je pense que je vais pas me tromper en disant ça. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je crois qu'en fait, juste avant Mania, Jeff Hardy s'est fait contrôler pour la deuxième ou troisième fois, non, deuxième fois je crois, au Wellness Policy. Il a échoué. Et donc, il avait je crois, il a été banni entre guillemets 60 jours des rings. Et donc voilà, je crois qu'il faisait vraiment son retour à la compétition pour ce pay-per-view. En général, les matchs qui sont annoncés, enfin pas annoncés justement, et qui sont faits un petit peu à l'improviste, en général, je suis pas trop fan. Hein. En général, c'est rare qu'un match qui n'est pas annoncé sur la carte soit très très bon. Ça s'est encore vérifié avec ce match. J'ai noté que c'était MVP qui avait dominé le match en se concentrant sur le bras gauche de Jeff Hardy. Voilà, MVP a dominé tout le match et en fait à la fin comment ça s'est passé? Eh bien c'est Jeff Hardy qui s'est imposé avec le Whisper in the Wind. Oui, vous avez bien entendu, Whisper in the Wind. Il a même pas gagné avec le Swanton Bomb. Le Whisper in the Wind. Je pense qu'il a très peu gagné de match sur cette prise. Donc voilà, victoire de Jeff Hardy pour son retour à la compétition. C'était pas un match dégueulasse, mais c'était pas dingue. C'était vraiment, vraiment pas dingue. Le match a duré un tout petit peu moins de 10 minutes. Pour la note, j'ai mis 5 sur 10. Je me trouve peut-être même un peu généreux parce que c'était vraiment pas terrible. Puis voilà, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ce match. Donc voilà. Et enfin, on va passer au main event de ce pay-per-view. C'était donc un Steel Cage match pour le WWE Championship. Donc on avait The Game, Triple H contre Randy Orton. Match qui a duré 21 minutes, donc c'est une bonne durée pour un match de cage, pour un match de championnat WWE et pour un main event de pay-per-view. J'ai pris très peu de notes pour ce match. Je vais être clair, net et précis. Je pense que vous le savez. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois qu'il y a un Steel Cage match, mais je ne suis pas fan de cette stipulation. C'est pas nouveau. J'ai rarement kiffé des matchs de cage. Et ce match n'a pas dérogé à la règle, on va dire. C'était chiant. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Le début de match était super chiant. En fait, c'est Orton qui a dominé le match. Il n'y avait pas de rythme. C'était long, c'était lent, c'était méthodique. C'était chiant. Je ne veux pas passer par quatre chemins. Je me suis fait chier comme pas possible. Quand j'ai vu que c'est la gueule du main event, quand j'ai vu qu'on allait avoir Orton Triple H en main event, je me suis dit, ok, ça me tente moyen moyen. J'ai jamais été fan des matchs entre Orton et Triple H. Jamais été un grand fan de leur match en fait. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'alchimie ensemble. Quand j'ai vu qu'en plus de ça, ça allait être dans un match de cage, j'avais envie de dire juste, mais tuez-moi quoi.
Et concrètement, je me suis rarement autant ennuyé devant un match pour le WWE Championship. Et il y avait une séquence qui était mais interminable. En fait, on avait Orton qui essayait de grimper sur la cage. Donc en fait, Triple H il galérait à chaque fois à le ramener dans le ring en fait. À chaque fois, du coup, Orton balançait Triple H de la troisième corde. Ensuite, on avait Orton qui mettait 3 plombes à remonter en haut de la cage. Triple H revenait. Ça a duré, sincèrement, je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça l'a fait au moins 3 fois d'affilée. C'était hyper long, c'était méga méga long, ça a dû durer au moins, sincèrement, ça a dû durer au moins 3 4 minutes. Facile, c'était interminable, je me suis dit, mais oh là 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 là, quand est-ce qu'ils vont finir ce match? Et finalement, en fait, à la fin du match, comment ça s'est passé? En fait, plutôt dans le show, en fait, plutôt dans le match, en fait, Orton avait essayé de sortir par la cage par la porte de la cage, en fait, il avait chopé une chaise qui traînait près de l'escalier. Donc, en fait, il y avait une chaise dans la cage. Et en fait, ouais, donc qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Ouais, allez, je vais vous faire quelques petites précisions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse chaise? En fait, c'est Orton qui a mis un coup de chaise sur Triple H. Voilà. Et il a également porté son fameux DDT, donc directement sur la chaise. Voilà ce qui en est pour l'utilisation de cette fameuse chaise. Et donc, je vais pouvoir donc du coup vous expliquer la fin du match. En fait, à la fin, Triple H a mis un chair shot directement donc dans la face de Orton et il a enchaîné avec un pedigree, même pas sur la chaise, pedigree voilà comme ça, pour donc conserver le WWE Championship. Voilà, je me suis ennuyé, je ne vais pas passer par 4 chemins, je me suis mais fait chier, mais vraiment fait chier sincèrement. Euh, J'avais envie de mettre la moyenne, juste mettre 5 sur 10, mais je me suis tellement fait chier que j'ai mis 4 sur 10. Il y en a peut-être qui vont me trouver sévère, mais waouh, je me suis vraiment fait chier, hein. Vraiment, je vous dis franchement, c'était chiant à mourir. Et très clairement, j'aurais pas mis ce match-là en main event. J'aurais plutôt mis le Taker Edge. Alors oui, je sais, on va me dire oui, mais il y avait une stipulation pour ce match-là. Mais sincèrement, le Taker Edge était vraiment plus intéressant que ce match-là, quoi. Donc voilà, pour moi, c'était pas un bon main event. Donc voilà. Mais voilà, bah écoutez, donc en faisant la moyenne de ce pay-per-view, j'arrive très exactement à une moyenne de 6,14 sur 10. Donc c'est pas une note catastrophique, mais c'est pas une note de dingue. Ça correspond à mon avis sur ce show. Ouais, si je devais mettre une note comme ça, je mettrais ouais 6 sur 10 gros maximum. En fait, alors mon avis sur ce pay-per-view, il est pas mauvais, mais c'est le genre de pay-per-view que tu vas très très vite oublier en fait. C'est-à-dire que moi, ce show-là, tu vas m'en reparler allez, dans 6 mois, j'aurais oublié 85% de la carte. Et j'abuse pas, hein. C'est le genre de pay-per-view que tu oublies très facilement. Parce que concrètement, il n'y a eu aucun très bon match, il n'y a eu aucun changement de titre, il n'y a eu aucun fait marquant, on va dire. Et voilà, c'est pas non plus une purge, il est pas mauvais. Je veux dire, pour moi, les 2 meilleurs matchs de la soirée, c'est Michaels contre Jericho et euh, Taker face à Edge. Et à part ça, à part ces 2 matchs-là, c'est vrai que c'est pas dingue dingue. T'as beaucoup de matchs qui sont corrects. Après, vraiment des bons matchs, pour moi, il y en a seulement 2. Il y a le main event qui est vraiment chiant. Je suis désolé, j'ai pas du tout aimé. L'opener, je suis pas. C'était pas mauvais, mais pour moi, le Cena JBL, c'était pas à foutre en opener. Donc je suis ni fan de l'opener, ni fan du main event. C'est pas exceptionnel, quoi. Et au final, par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, ben, mon jugement sur ce show n'a pas changé. C'est pas un show qui. Voilà pourquoi j'avais aucun souvenir de ce pay-per-view, parce qu'il n'est pas marquant. Voilà. Sincèrement, pour moi, c'est du niveau d'un Raw, quoi. On pourrait très bien avoir ce genre de show en Raw. Un Raw solide du début à la fin. Voilà. C'est rien de plus, rien de moins. Donc voilà. Bah écoutez, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view si vous en avez des souvenirs. Si vous en avez pas, je comprends totalement. Voilà, n'hésitez pas donc à donner votre avis sur ce pay-per-view. Pour vous, quel a été le meilleur match de la soirée, le moins bon? Qu'est-ce que vous avez pensé du main event, donc de ce match en cage?
Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.